c'est la première fois de ma vie, et vraisemblablement la dernière, que je préside un banquet d'anciens, quel qu'il soit. Voilà, alors c'est pour moi un moment un peu inattendu et un peu, je dois dire, étrange, au moins autant que pour vous, ce que c'est que l'ethnomusicologie. Bon, vous m'avez épargné une partie du travail parce que vous ne m'obligez pas à retourner à Düsseldorf pour vous raconter où je suis né, etc. Je pense, dans un premier temps, je vais essayer de vous raconter comment il se fait qu'un enfant juif réfugié en France se retrouve au collège technique ou au collège moderne. Je ne sais pas du montant, on dit collège technique ici, comme ça, pour cette institution. Bon. Eh bien, vous avez dit, nous avons fui avec ma famille d'Allemagne, d'abord en Belgique, après la nuit de cristal, et le jour où les Allemands sont entrés en Belgique, beaucoup de gens, et beaucoup de Juifs surtout, ont sauté dans le premier train qui se présentait pour aller vers le sud, pour aller vers la France, pays des libertés. Et mes parents, mon grand frère et moi, étions avec eux. On a pris un train à Anvers, c'était un vendredi après-midi, je me souviens, et on allait en principe à Dunkerque, mais après, au fur et à mesure, chaque fois on nous annonçait que le train continuait, et il continuait vers le sud, et plus il continuait vers le sud, plus tout le monde était content, plus on se croyait en sécurité, on croyait qu'on serait en sécurité. Au bout de 8 jours, c'est-à-dire le samedi qui a suivi, le train s'est arrêté à Carbone et on a fait descendre un groupe, c'était un peu au hasard, il y avait la Croix-Rouge qui était là, qui nous avait mis sur des camions et nous ont conduits dans un village qui s'appelle Montesquieu-Volvestre, c'est un très joli village. Et nous sommes restés là pendant plusieurs mois, à pratiquement ne rien faire, comme des réfugiés. Jusqu'au jour où on est venu nous arrêter pour nous amener pas loin de chez vous, à Breims. C'était le premier camp de concentration que j'ai connu. Et quand j'en parle, je dis toujours que c'était un camp 3 étoiles. Pourquoi? Parce que on devait y être la nuit, mais le jour, le portail était ouvert. Et on pouvait aller à Gaillac, faire des courses, se promener, tout ça. Et ça a duré 2 mois environ. Et un jour, on nous a dit qu'on nous prend de là et on nous amène ailleurs. On n'a pas dit où. Et là, on nous a mis dans un train et les compartiments étaient fermés, scellés. Là, on commençait un peu à être plus inquiet. Et le train s'est arrêté après je ne sais combien d'heures à Rivesaltes, près de Perpignan, où c'était des casernes, des constructions, où furent rassemblées 17 000 personnes. Il y avait des îlots où les hommes étaient séparés des femmes, où mon frère, qui était plus grand que moi, il avait à l'époque 14 ans, était avec mon père dans un îlot, et moi j'étais avec ma mère dans un autre îlot. Et là non plus, il ne se passait rien. Il ne se passait rien, et c'est trouvé que mon frère a eu une pneumonie, on l'a hospitalisé à Perpignan, et mes parents ont eu le droit de sortir 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi après-midi, pour aller le visiter. Et moi, je restais au camp parce que je n'avais pas le droit d'aller avec lui. Et à l'approche du dernier jour de la dernière visite de mes parents au camp, il m'est venu l'idée de suggérer à mon papa que peut-être, et j'y allais doucement, parce qu'à l'époque, les enfants, ils n'avaient pas le droit à la parole, même dans des conditions aussi dramatiques que celles que nous vivions, qu'il pourrait bien aller à Perpignan, sortir mon frère de l'hôpital et ne plus revenir. Et moi, il y avait des passeurs, et on le savait. Mais si mes parents arrivaient à trouver un passeur qui me ferait passer par les barbelés, je les rejoindrais. Et ça a beaucoup déplu à mon père. Et néanmoins, ça s'est fait. Et c'est peut-être grâce à ça, entre autres grâce à ça, que je suis là avec vous aujourd'hui. Et nous avons abouti, vous voyez le voyage en train, pas un mot, parce que personne ne parlait français. Pour ne pas se faire repérer, on n'avait pas de papier, parce que les papiers, on les confie, c'est la première chose qu'on fait dans un camp. Et nous sommes allés, mes parents avaient des connaissances, des amis, près de Montauban, dans un village, je n'oublie le nom,
Bref, on a trouvé à nous loger dans une petite ferme, dans une chambre qui jouxtait les tables, dans un petit village qui s'appelle Saint-Aignan. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est pas loin d'ici, tout ça. Et au bout de... Oh, quand même, on était, je crois, 3 mois, la gendarmerie avait appris que nous étions enfuis de Rivesaltes, et par un hasard, un miracle, il l'avait dit à une jeune fille réfugiée juive d'Autriche qui vivait là et qui, elle, parlait français. Alors elle avait une bicyclette, elle est venue immédiatement prévenir mes parents. Et près de Montauban, il y a une petite ville qui s'appelle Moissac, et où il y avait une maison d'enfants des éclaireurs israélites de France, où on recueillait les enfants en difficulté qui venaient du Nord et qui venaient de l'étranger. Dès que nous nous sommes installés, si on peut dire, à Saint-Aignan, mes parents ont envoyé mon frère dans cette maison et ils ne voulaient pas se séparer de moi parce que j'étais le petit. Bon, le petit, on voulait le garder avec soi. Et là, mes parents ont décidé, on dit à cette jeune fille avec sa bicyclette, tu prends le garçon, tu prends un sac à dos et tu l'amènes à Moissac. Au moins, lui sera en sécurité et eux, ils ont essayé de fuir le lendemain avant qu'on vienne les arrêter. Et c'est comme ça que j'ai passé 2 ans entre octobre 41 et octobre 43 exactement, à Moissac, dans cette maison des éclaireurs israélites de France, et EIF, comme on disait, qui était vraiment, malgré les conditions très difficiles, des belles années, parce que tout fonctionnait sur le principe de la collectivité. Et les dirigeants avaient compris que s'ils ne restituent pas des équipes dans la structure scout, les enfants seront, comme vous l'avez dit, abandonnés, solitaires, ne sachant pas ce qui se passe avec leurs parents, etc. Et c'était des années qui n'auraient pas pu être moins mauvaises, pour ne pas dire meilleures. Et tout s'est gâté quand, vers la fin de 1943, à l'automne, les Allemands ont décidé qu'on allait arrêter tous les enfants dans la maison. Mais les responsables de la maison avaient prévu le coup. Et il y avait dans cette maison d'enfants un atelier où on fabriquait des faux papiers. Ce qui fait que début octobre, il y avait les chefs, on appelle les chefs scouts, ils appelaient un à un les enfants dans ce bureau. Et on vous apprenait votre histoire. Alors, voilà, toi, tu t'appelles comme ça, à partir de maintenant, tu t'appelles autrement. Et on vous donnait un nom, un prénom, un nom. On vous donnait un lieu de naissance. Moi qui étais né à Düsseldorf, je me retrouvais être né à Aix-en-Provence. Ensuite, comment est-ce qu'on va être planqué? Ça s'appelle le planking. On planquait tout le monde. Comment est-ce qu'on va être planqué? Et qu'est-ce que tu vas dire quand tu arrives et si on te pose des questions? D'où tu viens? Tu viens de Rouen. Je dis, tu viens, on était 8 qui sommes arrivés ici ensemble de Moissac, et nous venions tous de Rouen, parce que Rouen était bombardé, et nous étions dans un orphelinat, parce que nous n'avions plus de parents. Je vous laisse ce que ça veut dire, et ce que c'est de dire ça quand on ne sait pas si ses parents sont en vie. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Et ici, on a été reçu, et il y a aussi des choses tout à fait étonnantes. C'est que M. Houppe, le directeur, et M. Edmond Durand, le surveillant général, qui ont eu la notion de la mention de juste des nations par Yad Vashem en 99 ou en 2000, je ne sais plus exactement quelle année c'était. Eux savaient qui nous étions, mais nous ne savions pas que eux savaient. Et ça, jusqu'à ce qu'on soit venu me voir de Yad Vashem pour demander de témoigner pour l'attribution de ces diplômes. Voilà. Alors, j'ai passé une année ici, une année pas tout à fait d'octobre 43 à juin 44. Et alors, bon, je ne dirais pas que c'était l'année la plus heureuse de ma vie, vous pouvez le comprendre. C'était une année très difficile. Mais nous faisions un petit groupe très compact
et on s'entraidait, on se soutenait. Et ce qu'on appelait une organisation souterraine des éclaireurs israélites de France, ils avaient des jeunes filles, des jeunes garçons qui étaient à peine plus âgés que nous, qui avaient 17-18 ans, qui agissaient comme agents de liaison avec les enfants pour que ces enfants ne se sentent pas complètement abandonnés. Et toutes les 4 semaines, 5 semaines, quelqu'un venait, on passait un moment ensemble dans la cour, on bavardait, on parlait, et voilà. Et il y avait quelque chose d'autre très important, c'est que les jeudis après-midi, vous le savez tous parce que vous avez été ceux qui ont été internes parmi vous, le jeudi après-midi et le dimanche, on ne laissait pas sortir seul, on avait bien raison de ne pas le laisser, on nous avait trouvé des correspondants. Et j'ai eu la chance d'avoir pour correspondant la famille Bonnet, qui tenait un magasin de beurre, fromage, 11 rue Émile Zola, qui étaient des gens merveilleux, qui étaient des résistants, et chez qui, dans l'arrière-boutique, c'était toujours plein de gens qui passaient, qui venaient du Maquis, d'ici des environs, et on écoutait Radio Londres, et c'était la première fois que j'ai entendu Radio Londres, et c'était aussi une lueur d'espoir pour nous tous. Voilà. Et leur fille, qui a 6 ans de plus que moi, elle venait régulièrement me chercher ici. Elle ne voulait pas que j'aille me promener tout seul dans la rue pour m'emmener d'ici, chez eux, et de me ramener de chez eux ici. Et comme elle était une fan de cinéma, et qu'à l'époque, il y avait l'après-midi des séances où on vous balançait 2 films l'un après l'autre, ma grande culture cinématographique, elle est née à Castres, et elle s'est arrêtée d'ailleurs après. Alors, que vous dire des souvenirs de ce lieu? La première chose, c'est que c'était le EPS, comme vous l'appelez, donc des ateliers. Alors, on faisait le matin des ateliers. Et moi, sans me demander mon avis, on m'avait mis à l'atelier du fer à l'ajustage. Et j'ai passé, je crois, un mois et demi, je ne sais plus exactement, à être 3 heures ou 3 heures et demie par jour à un établi devant un morceau de fer. Il fallait que je mette d'équerre de tous les côtés. Et au bout d'un mois et demi, il n'était pas plus d'équerre que le jour où on m'a mis devant. Et là, on a décidé que ce garçon, il est décidément pas doué pour ça. C'est pas sa vocation. Vaut mieux l'envoyer à l'école primaire. Ce qui a fait que je suis arrivé là, si vous me suivez. Et c'est à Castres que j'ai, fin mai 1944, passé mon certificat d'études. Je dois vous dire, alors, puisqu'on va parler ensuite de choses plus intéressantes de ma 2e ou de ma 3e vie, que ma plus haute distinction académique, jusqu'à l'âge de 37 ans, plus jusqu'à l'âge de 39 ans, c'était mon certificat d'études primaires. Mais il était donné à un certain Fred Aubert. C'est le nom que je portais. Il y avait une chose donc, que je n'oublierai jamais, c'était le réfectoire au petit déjeuner, où c'était des tablés de 8, avec les J3, on avait droit à 250 grammes de pain, et alors il y avait là, chaque jour, quelqu'un d'autre qui devait couper les miches de pain et les sous-peser pour que personne ne soit lésé, pour que tout le monde ait ses 250 grammes. Mais il n'y avait pas de balance, évidemment. Et alors, ça commençait comme ça. On coupait en 2, avec une grande concentration. Ah, et là, il y en a un peu plus. On coupait là. Bon, on le mettait là. Et ça recommençait. Ça durait bien 10 minutes, cette affaire-là. Et à la fin, on se retrouvait, chacun avait une espèce de petite pyramide avec tous les petits morceaux qu'on collait les uns sur les autres. Voilà. Alors ça, c'était pour le pain, et c'était la ration pour toute la journée. Évidemment, on se gardait bien de la manger au petit déjeuner. Là, une deuxième chose qui était peut-être celle qui était la plus difficile pour nous, et ça, curieusement, tout ce que j'ai lu sur cette époque, sur les enfants cachés, je n'ai jamais rencontré la moindre allusion à ça, c'était la douche. Le jeudi, alors, dans ce que vous avez écrit dans un chapitre sur votre passage au collège, vous parlez du jeudi matin, et moi,
c'est peut-être possible, je ne sais pas, je me rappelle, mais c'est probablement, alors là, puisque si l'après-midi j'allais chez les Bonnets, donc j'allais à la douche le matin, c'était la douche de la semaine. La douche de la semaine, quand vous êtes caché, quand vous êtes là avec des enfants, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas d'où ils viennent, vous ne savez pas quelles sont les opinions de leurs parents, vous ne savez pas quelle est leur attitude face à l'occupation, et que vous êtes juif et circoncis, croyez-moi, il faut être acrobate. Voilà. C'était le moment le plus périlleux de toute l'année. Et curieusement, ce moment-là est toujours passé sous silence. Voilà. Alors, et encore une chose, c'est que vous avez fait mention des maquis de Vabre. Il y avait dans les environs, dans les maquis de Vabre, il y avait des maquis juifs, où la plupart des gens venaient du mouvement des éclaireurs israélites de France. Et nous, pendant les vacances, nous les enfants, les 8 garçons de Moissac, plus 3 autres enfants juifs qui venaient d'horizons différents, je ne me souviens plus exactement d'où. Et la question était qu'est-ce qu'on fait de ces enfants pendant les vacances? Et alors on allait passer les vacances au maquis, avec le petit train qui partait ici. Et le 1er juin, alors, rebelote, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Et alors il y avait vraisemblablement, et c'est M. Fijalkov qui m'a dit ça parce que moi je ne m'en souvenais pas, une assistante sociale protestante des éclaireurs unionistes de France. Les éclaireurs unionistes de France ont fait énormément pour les éclaireurs israélites de France. Énormément, c'est pas le moment d'en parler. Et on nous a mis dans un endroit en face de la place qui pour moi était un asile de vieillards. On nous a planqués là en attendant de trouver quelque chose d'autre. Alors ça c'était, on est resté une semaine, 15 jours, je ne sais plus. C'était aussi un moment assez difficile d'être là, puis c'était fermé, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. Et puis après ça, on nous a transférés dans une colonie de vacances protestante, vraisemblablement aussi des éclaireurs unionistes, et qui, comme par hasard, se trouvait au village de Lautrec, là où il y avait auparavant ce qu'on appelait un chantier-école, aussi des éclaireurs israélites de France. Et j'avais eu, alors je ne sais plus comment, mais une fois pendant que j'étais ici, d'y aller. Voilà. Et là, venait également une jeune femme, une jeune fille, une jeune femme, qui s'occupait des enfants, et j'ai appris là qu'il y avait un moyen de passer par les Pyrénées pour aller en Palestine. Comme c'était le vœu de mes parents, je me suis senti, je dirais aujourd'hui, téléguidé. Et j'ai dit, je suis partant. Et elle m'a dit, bon, je viendrai te prendre quand ce sera le moment, mais je te dis de préparer tes affaires, il faut que tu sois prêt dans 5 minutes après, et on part. Et c'est ce qui s'est passé, et nous sommes partis à Toulouse, où il a fallu attendre quoi? Attendre un parachutage de chaussures. Parce que pour traverser les Pyrénées à pied, il vaut mieux avoir de bonnes chaussures. Et puis ensuite, bon, finalement, le grand jour est arrivé, on est allé dans l'Ariège, dans un village que je n'ai pas retrouvé, que j'ai cherché en vain, et de là, à pied, vers l'Andorre. Et c'est en Andorre, en fait, où, au mois de fin juin, début juillet, c'était après le débarquement. Pour moi, la guerre a pris fin à ce moment-là. Donc je suis parti. Ce qui était le mandat britannique de Palestine, Israël est devenu un État qui a eu son 67e anniversaire juste avant-hier. J'ai fait la guerre et beaucoup de choses, et j'ai voulu étudier la musique. J'ai commencé là-bas, et 2 ans après, je suis venu continuer mes études au Conservatoire de Paris, où j'ai eu le diplôme qu'il fallait avoir, et j'ai commencé à 24 ans ma vie de professionnel. J'étais corniste. Pourquoi corniste? Quelle idée? J'ai fait du corps, parce que à la guerre en Israël, j'ai été blessé au bras droit qui était totalement paralysé, ça s'est sérieusement arrangé depuis. Et le seul instrument qu'on joue de la main gauche, celle qui était valide, c'est le corps. Alors j'ai décidé de jouer du corps. Et je suis devenu corniste jusqu'à l'âge de 33 ans. Et j'ai joué dans les orchestres, en soliste, etc. Et là, on m'a commencé à avoir faim, je suppose, alors j'accélère un petit peu. On m'a proposé de partir en Afrique, dans un pays francophone, c'est la République centrafricaine, dont on parle malheureusement beaucoup ces jours-ci, pour y créer une fanfare.
Et bon, à part pour 1 an pour créer une fanfare de jeunes. Je suis arrivé sur place, j'ai vu qu'il y avait déjà 2 fanfares, elles étaient mauvaises toutes les deux, et je savais qu'en 1 an, je ne ferais jamais une fanfare qui serait meilleure. Et j'ai expliqué au président de la République, qui s'appelait David Dacko, qu'il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus intéressant à faire, c'est de recueillir la musique de son pays, parce qu'elle va disparaître. Et il m'a dit, je vous cite, mais c'est un homme comme vous que j'attendais. Je lui ai répondu, je cite, me voilà, Monsieur le Président. Et c'est comme ça que ma carrière d'ethnomusicologue a commencé. Je n'y connaissais rien, mais je savais ce que c'était la musique. J'aimais la musique, j'étais curieux de musique, et j'étais fasciné par la complexité des musiques africaines, dont on disait avec beaucoup de mépris, ils improvisent, c'est-à-dire ils ne font rien de structuré, alors que c'est une musique d'une extrême rigueur. Et j'ai appris mon métier sur le tas petit à petit, et au lieu de rester 1 an, je suis resté 4 ans. J'ai créé un musée des arts et traditions populaires où il y avait une grande place réservée à la musique et aux instruments de musique. Et j'ai eu le bonheur en 1968 de pouvoir entrer au CNRS comme chercheur débutant. Voilà. Et depuis, j'ai fait toute ma carrière, donc ma deuxième vie, comme on disait, jusqu'à, officiellement jusqu'en 98, officieusement jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain. Voilà. Et je crois que je vous ai tout dit. Merci. Merci beaucoup. J'ai fini la partie officielle. Bon.